Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Celle-là, il faut aussi qu'on la fasse depuis un bon moment et elle me semble de bon ton aujourd'hui dans l'environnement actuel. Donc on va parler en long, en large et en travers, en tout cas des essentiels à savoir sur la nature de l'inflation actuelle et de l'environnement stagflationniste. Donc, no spoiler. Pour toute la partie inflation, si vous voulez la traiter correctement, je vous invite à aller plutôt voir la vidéo de la chaîne Eureka, qui en explique les multiples composantes et la complexité actuelle de l'inflation qu'on connaît, qu'il ne faut surtout pas chercher à simplifier, etc. Bon, nous, d'un point de vue ici, plus prospective de marché et tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement de faire l'état de fait de l'inflation actuelle. Je dis, si vous cherchez à avoir des notions économiques qui vous aident à la caractériser, et surtout, ce que vous y comprendrez, c'est sa complexité, plus que d'essayer d'en faire des modèles simples et de coller des étiquettes. Mais voilà, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la suite. Donc, la suite, c'est que l'inflation, elle est là, donc peu importe la nature et la caractéristique, c'est vous qui voyez. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'entérination des processus stagflationnistes qu'elle est en train de procurer dans l'économie. Ça, c'est officiel aujourd'hui, donc on est entré depuis 2 quarters dans des situations de contraction économique très faibles. On n'est pas encore en situation de récession économique, d'accord, mais on a différents indicateurs qui pointent vers cette probabilité-là, d'autres non, et notamment on va voir le marché de l'emploi et tout ça. Donc on va parler aujourd'hui de façon tripartiste, donc de l'inflation, du marché de l'emploi et de la croissance économique. Et donc de comprendre qu'il y a différents facteurs aujourd'hui qui nous invitent à penser qu'il y a une probabilité assez forte d'aller dans un sens plus que dans l'autre. Donc comme c'est ce qu'on fait nous ici, exploiter des probabilités, on va essayer, en tout cas je vais essayer de vous expliquer ce que ces probabilités d'environnement économique et macroéconomique nous laissent à penser pour les façons de traiter les portefeuilles dans les prochaines années. Ok, donc pour avancer vite, je ne perds pas de temps, le but c'est de vous faire comprendre que c'est comme ça qu'il faut voir l'environnement économique et non pas juste croissance, récession, quand ça monte, les marchés montent, quand la récession est là, les marchés s'écroulent. Non, il y a 4 situations et il faut prendre en compte le niveau et la dynamique des prix pour comprendre et caractériser ces différents types donc d'environnement économique. Il y a le boom inflationniste, le boom déflationniste, la dépression et la stagflation, qui sont caractérisés donc par les intersections de ces 2 axes. Dans l'axe des abscisses, on a la croissance économique que vous connaissez, donc croissance, récession, supérieure à 0, inférieure à 0. Et on a la croissance des prix, c'est-à-dire croissance des prix supérieure, ce qu'on appelle l'inflation, et la déflation pour la croissance négative des prix. Et ces ces intersections de ces 2 axes nous propose donc 4 environnements économiques dépressifs. Okay. C'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'encore une fois, ceci est quelque chose de dynamique. Ça évolue au fur et à mesure des années, d'accord ? Même au fur et à mesure des mois, voire des trimestres. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est déjà de savoir quel est le point d'ancrage. C'est-à-dire quand on regarde ce truc-là, si on prend la donnée historique sur une 50aine d'années, etc., quel est l'environnement économique le plus souvent ici? C'est-à-dire, ce qui va m'intéresser, c'est le point de référence. Est-ce qu'on a un point de référence purement centré, c'est-à-dire sur 50 ans, on produit autant de croissance qu'on n'en produit pas, etc. Et est-ce qu'on a plutôt tendance à être inflationniste ou déflationniste? Non, clairement, dans le macro-cycle actuel, donc en cours depuis plus de 50 ans, on est plutôt effectivement sur un shift assez radical de production de croissance avec des niveaux d'inflation positifs. D'accord ? Donc croissance de la masse monétaire et croissance des prix, mais évidemment également croissance de la productivité. Donc le point zéro, le point central de la distribution dans le temps des 50 dernières années, il n'est pas à zéro. D'accord ? Donc déjà, il se prend en compte, il y a un shift, il y a un offset. On n'est pas neutre sur sa positionnement de ce truc-là. Le centre est plutôt situé ici. Alors évidemment, les différentes économies ont différents points de gravité, mais le centre de gravité n'est pas neutre. Déjà, donc on a plutôt tendance à revenir donc vers ce centre de gravité. Et tout comme dans les marchés, on pourrait ici utiliser une forme de méthodologie en écart-type, c'est-à-dire autour de ce centre de gravité se trouvent des écarts-types, vers lesquels parfois, effectivement, les distorsions économiques tendent à nous pousser vers un de ces extrêmes, d'accord ? Mais on revient donc théoriquement, statistiquement, toujours plus vers ce centre de gravité. Okay, donc il y a à la fois cette volonté de s'en écarter, mais il y a une forme d'état stable du marché qui fait qu'on passe quand même le plus clair de notre temps à retendre vers cette zone de gravité. Cette zone de gravité, évidemment, elle n'est pas statique et elle évolue au fil des différents macrocycles. Mais le macrocycle actuel dans lequel on est, il est plutôt sur le boom inflationniste. Ok ? Donc jusqu'à nouvel ordre, les macrocycles durent 70 à 90 ans. Donc pour l'instant, on ne va pas statuer du changement du macrocycle dans une immédiateté, en tout cas pas dans les forecasts qu'on va faire ici, à horizon 2-3 ans maximum. Donc voilà, on a fait l'état de fait, donc on a un point de gravité qui n'est pas centré, et on a donc un positionnement d'écart type. Au courant des dernières années, on a effectivement différentes historiques qui nous montrent par exemple les environnements de crise stagflationniste et les environnements donc de crise dépressive qu'on a pu avoir. Donc ça, c'est quand on a de très grands écarts types par rapport à ce positionnement centré.
Ok. Donc c'est hyper important déjà de comprendre ce truc-là. Ok. Donc les situations de crise sont par définition rares, puisque ce sont des écarts types très élevés par rapport à ce point de gravité. Donc il ne faut pas raisonner crise systématiquement. Je sais qu'il y a des gens qui sont constamment dans ce délire. Ça va jamais bien, c'est toujours la crise, ou en tout cas la crise va arriver. Il y en a, ça fait 20 ans qui nous vendent la crise, et pour l'instant ils ne font que se planter. Donc ils finiront par avoir raison un jour, mais en attendant, arrêtez de raisonner crise en permanence. Raisonnez plutôt donc centre de gravité et écart type. Évidemment qu'aujourd'hui, le comportement actuel de nos économies, d'accord, l'état actuel, on se situe donc dans cet environnement stagflationniste, puisqu'on a donc une croissance qui vient de passer l'axe, qui vient de passer négative, en tout cas très légèrement, et on a effectivement des niveaux d'inflation plus élevés que la moyenne. Donc aujourd'hui, on est ici. On a une inflation plus élevée que la moyenne, d'accord, et effectivement, on a une croissance économique qui s'est dégradée au point de passer sous la barre des zéros. Maintenant, elle n'est pas encore dans un comportement dépressif. Et ça, c'est la première des choses qu'on va dire. Pourquoi elle n'est pas encore dans un comportement dépressif? Parce qu'il y a plusieurs autres choses à voir pour constituer une vraie récession économique. Il ne s'agit pas juste de regarder le GDP. Il s'agit de dire, normalement, on regarde la dégradation du marché de l'emploi et on regarde les différents processus récessifs qui entretiennent donc la boucle récessive. Il faut comprendre qu'en fait, dans ces axes, ce qui nous tire vers les extrêmes, ce sont les différents mécaniques. L'inflation elle-même a des processus, donc des boucles de rétroaction, qui auto-alimentent l'écart type, c'est-à-dire qui font qu'un certain niveau d'inflation va produire la probabilité et des mécanismes comportementaux dans l'économie qui vont accentuer ces phénomènes et donc tendre à pousser l'inflation et à continuer de monter. Il s'agit de comprendre également qu'il y a tout un tas de mécanismes qui s'y opposent, et surtout les interventions de banques centrales, etc., qui ont pour but donc de contrecarrer ces différents mécanismes. C'est ça que sont aujourd'hui en train d'essayer de faire les banques centrales pour essayer donc de tuer l'inflation, entre guillemets. Ils veulent surtout éviter que les mécanismes entérinés de l'inflation se mettent en place dans l'économie et auto-alimentent en poussant donc vers ces écarts types, qui pourraient à terme éventuellement nous amener dans des situations de crise des années 70. Mais il ne faut pas copier le modèle des années 70. Il s'agit de comprendre que on peut s'inspirer du modèle des années 70 pour comprendre comment on est arrivé là, mais chaque crise est toujours de nature relativement différente. Ok ? Donc il ne faut pas viser les années 70. Mais clairement aujourd'hui, beaucoup de gens le font, et je peux le comprendre puisque le vecteur, entre guillemets, il nous tire dans cette direction-là aujourd'hui, puisqu'on vient bien de point de gravité et on est en train donc tout droit de tendre vers les années 70. Mais d'une, on n'y est pas encore, et de deux, ça nécessite d'empiler encore plusieurs conditions dans un axe purement déjà assez fallacieux à mon avis, puisque ça paraît très peu probable d'imaginer une direction en ligne droite. Donc c'est un peu dramatique quand même aujourd'hui de commencer à raisonner crise stagflationniste alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà le constat qu'il faut faire. Ok ? L'autre chose est très 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 importante dont il va falloir qu'on parle immédiatement, c'est donc des composantes. Comme on l'a vu, pour réentrer dans un mécanisme stagflationniste, il y a une composante de prix qui doit auto-alimenter une hausse des prix, donc une hausse de l'inflation, et on a un mécanisme sur la croissance économique qui auto-alimente la récession, par une hausse du chômage, une chute radicale de la demande, qui fera donc baisser le PIB. Ce qu'on a bien compris, c'est que pour l'instant, on a les prémices de la baisse du PIB, mais on n'a toujours pas la hausse du chômage, ni la baisse de la demande. Donc le principal problème, c'est que la Fed, pour couper l'inflation, agit aujourd'hui sur le mécanisme de la demande. Donc en réduisant l'inflation, ce que la Fed fait, c'est qu'elle commence à initier les processus qui vont faire baisser la demande, monter le chômage et qui vont donc réduire le PIB. Donc le risque, et de l'état actuel dans la situation économique, c'est que le fait que la Fed s'attaque à l'inflation, en tout cas en essayant de faire pression sur l'axe de la demande, d'accord, va très probablement, qu'elle le veuille ou non, et on va l'expliquer dans une seconde partie, détériorer assez significativement, ou en tout cas plus ou moins significativement, l'aspect chômage, ce qui va très rapidement initier les boucles récessives. Donc il s'agit de comprendre que la Fed, elle est en fait complètement perdu. Parce que ce jeu-là, on a des données historiques, économiques, qui nous montrent que ce jeu est perdu d'avance. Pourquoi ? Eh bien parce que si on regarde, alors je vous inviterai, bon c'est en anglais, c'est dommage, mais si vous parlez un peu anglais, à lire cette petite, ce petit papier très intéressant et très succinct sur la base que vous devez connaître. Bon, je vais essayer de vous le résumer ici. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, comme on le voit, les causes de stagflation sont celles-ci, et particulièrement une qu'on connaît très bien, et c'est la raison pour laquelle moi, dès déjà une paire d'années, je vous avais dit que post-Covid, on allait tirer tout droit vers la stagflation, qu'il n'y avait aucune chance qu'on aille ailleurs.
les chocs de supply et les disruptions des supply chains sont des causes significatives de basculement de l'économie dans des environnements stagflationnistes. Maintenant, donc, comme on l'a vu, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est qu'on n'est pas dans les années 70, on en est très loin, et il y a peu de probabilité qu'on y arrive. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, mais il y a peu de probabilité d'y aller puisqu'il s'agit de situations extrêmes. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient donc de basculer vers un environnement de stagflation modérée. Et c'est donc ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on est en stagflation modérée, et ce petit paragraphe extrêmement intéressant nous dit donc que la plupart des gens vont parler de la stagflation parce qu'il y a une hausse de l'inflation et une chute dans le taux de croissance de l'économie. Okay ? Mais un environnement de stagflation modéré est tout de même beaucoup moins dommageable que des niveaux d'inflation plus élevés et une croissance réellement négative. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, une hausse de l'inflation et un ralentissement de la croissance. On n'est pas du tout en stagflation. On est dans un environnement dans lequel les processus stagflationnistes peuvent commencer à se mettre en place. Et donc, il faut faire très attention. Okay ? Et ce qui est très important, c'est ça. Mais cependant, cela représente, quoi qu'il arrive, une détérioration du compromis entre le taux de chômage et l'inflation. C'est donc le troisième luron de notre équation dont on a parlé au début. Okay ? Nous, en fait, on a regardé selon deux axes, X et Y, donc croissance économique et niveau de prix, mais en réalité, il y aurait un axe Z qu'il faudrait prendre en compte, qui est le taux de chômage. Et le taux de chômage, ce qu'il y a ici, c'est que il y a un modèle économique qui s'appelle la courbe de Phillips, qui permet d'étudier la relation historique qu'il y a entre ces deux facteurs-là, le taux de chômage et l'inflation. Et ce que nous dit la stagflation modérée dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que malgré le fait qu'elle soit moins dommageable que des situations plus critiques de stagflation, elle causera de toute façon un changement et un déplacement du compromis, donc un déplacement de la courbe de Phillips. Et ça, c'est hyper important à comprendre, parce qu'il est là le nerf de la guerre aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, la Fed ne pourra pas changer ça. Ce sont des mécanismes économiques qui, en environnement stagflationniste, et nous y sommes, vont immédiatement décaler la courbe de Phillips. Ce que ça traduit très clairement, pour vous simplifier l'essentiel de ce que vous devez retenir de ce truc-là, c'est qu'en soi, on ne peut jamais réussir concrètement à toucher le taux d'inflation sans toucher le taux de chômage. C'est ce que traduit cette courbe. Il y a donc une relation de causalité, de cause-conséquence, entre le taux de chômage et le taux d'inflation. Okay ? Ce que nous dit l'environnement de stagflation, même modéré, c'est que quoi qu'il arrive, cette courbe de Phillips va se déplacer. Dans cet environnement stagflationniste, maintenir un taux de chômage à 3% va nécessiter une inflation beaucoup plus élevée, d'accord, qu'elle ne le serait dans un environnement non stagflationniste, avec des processus hors des processus stagflationnistes. Dans un environnement de contraction de type stagflationniste, donc avec des niveaux d'inflation élevés, eh bien, le même taux de chômage produit effectivement une inflation beaucoup plus supérieure. Ce qu'il s'agit donc de comprendre, c'est que pour réduire cette inflation, d'accord, si on veut par exemple la redescendre à 4%, ça ne pourra pas se faire autrement qu'en sacrifiant une partie du taux de chômage. C'est extrêmement important à comprendre. Ça veut donc dire que dans notre équation à trois inconnus, taux de chômage, inflation et taux de croissance économique, dans cet angle-là, donc ce luron-là, c'est de dire qu'il y a déjà dans l'environnement actuel cette corrélation inverse qu'il va y avoir entre l'inflation et le chômage. Chômage qui, comme on l'a dit, fait partie du processus du processus d'auto-alimentation du schéma récessif, qui est absolument ce qu'on veut éviter. Parce que la Fed, quoi qu'il arrive, agit sur la demande immédiatement avec les taux d'intérêt. Donc la Fed agit sur la demande pour réduire l'inflation, ce qui va mécaniquement causer une hausse du chômage. Donc plus la Fed est agressive, plus elle réduit la demande et elle augmente le chômage. Et vous croyez que ça ne fera que baisser le PIB. Donc il s'agit bien de comprendre qu'aujourd'hui, l'action de la Fed, si elle est disproportionnée, elle va effectivement poser beaucoup de problèmes. Et c'est là où on le voit en ce moment, la rhétorique de la Fed est généralement assez virulente dans ce sens-là, dans le sens de dire nous sommes prêts à sacrifier la croissance économique, etc. Dans les actes, on l'a vu, c'est relativement différent, puisque pour l'instant, moi pour ma part, je pense qu'on n'est pas en schéma récessif, puisque j'ai un modèle qui m'y invite, c'est de regarder le positionnement des Fed Funds Rate par rapport au taux à 10 ans américain. Et de se rendre compte donc qu'à chaque fois historiquement que ces deux se sont croisés, et particulièrement dans un sens, c'est-à-dire quand le taux à 10 ans croise à la baisse les Fed Funds Rate, c'est toujours le moment où on entre en récession. Pas dans 6, 12 mois, 2 ans, etc. C'est immédiat, d'accord ? À chaque fois qu'on a ce croisement à la baisse, c'est là que les problèmes arrivent, ok ?
Donc là, effectivement, ici, croisement à la baisse, hop, ça passe pas. Et c'est vraiment cet énorme problème qu'on voit systématiquement. En fait, le marché obligataire, quand il price une récession, le taux à 10 ans va chuter sous le rendement du Fed Funds Rate, et c'est vraiment extrêmement systématique. Donc aujourd'hui, le Fed Funds Rate est là, le taux à 10 ans est au-dessus. Donc, d'un point de vue objectif, basé sur un modèle, je ne parle pas de connaître la vérité, etc., mais juste de dire, un modèle, c'est toujours mieux que d'y aller au doigt mouillé. Donc ce modèle me dit que nous ne sommes pas aujourd'hui dans un processus de récession. Nous sommes dans un processus de contraction du GDP, ça c'est ce qu'on a vu, donc on est dans un environnement de stagflation modérée. Ce qu'on a vu, c'est que cet environnement, quoi qu'il en soit de la suite, a déjà fait une chose, c'est déplacer la courbe de Phillips. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, si la Fed veut toucher l'inflation, elle va détériorer le marché de l'emploi. Elle ne pourra pas faire autrement. Donc, comme la Fed a clairement annoncé qu'elle voulait freiner l'inflation, la prochaine des choses à venir, c'est une détérioration du marché de l'emploi. Ce qui va être important, c'est donc de voir que si on a une trop forte réduction de la demande et une trop forte détérioration du marché de l'emploi, on va probablement avoir les prémices d'un processus récessif qui va se mettre en place. C'est-à-dire une installation durable dans un cycle de contraction de l'économie. Et ça, la Fed dit qu'elle est prête à le faire, le marché obligataire pour l'instant ne le price pas. Voilà ce qu'il faut donc faire en état aujourd'hui. On est clairement dans un environnement plus propice à la stagflation, mais on n'y est pas. Moi, je vous ai dit, je pense qu'on y va tout droit parce qu'on n'aura pas d'autre choix. Et que l'environnement stagflationniste, comme on l'a dit, il va de toute façon nous rester comme le contexte des prochaines années, parce que la courbe de Phillips s'étant déjà déplacée, si on veut faire changer notre vecteur de direction, d'accord, pour éviter donc qu'il tire vers des situations de crise, là, l'axe aujourd'hui, c'est réduction de l'inflation. Et comme on l'a vu, toucher l'inflation, ça veut mécaniquement dire réduire augmenter le chômage, donc mettre des pressions sur l'économie. Ce qui pourra probablement changer le vecteur d'angle, ça va être assez intéressant à surveiller dans les prochaines années, mais surtout ça devrait freiner, parce que l'intérêt, ce serait donc d'arriver à bloquer l'inflation sans nécessairement faire machine arrière. Le but, c'est juste d'arrêter le processus inflationniste. Ça va probablement se faire au sacrifice du marché de l'emploi. L'intérêt va donc être de mesurer l'amplitude. On va probablement bifurquer en termes d'angle, c'est ce qui semble le plus probable. Je ne m'attends pas à une bifurcation à 90 degrés, ça paraît assez peu probable, mais une bifurcation assez faible, de l'ordre à mon avis d'une stagnation de l'inflation, mais probablement au prix d'une légère contraction économique. La question va être de quelle amplitude ? Je pense clairement que la volonté graphique aujourd'hui, c'est de tendre à tourner cet axe vers la gauche, donc de modifier l'angle de notre vecteur. Et surtout, d'éviter que ce vecteur se déplace fortement, c'est-à-dire donc que la croissance économique s'écroule. Ça, c'est le taux à 10 ans qui nous le dit. Tant que le taux à 10 ans ne croise pas à la baisse le Fed Funds Rate, il y a peu de probabilité d'imaginer un vecteur à forte valeur, avec beaucoup de force. La probabilité étant donc de comprendre qu'on va essayer de bifurquer et d'essayer de piloter le fameux soft landing. En tout cas, dans un premier temps, on va essayer donc de réduire le directionnel de ce vecteur et peut-être essayer de l'installer le moins loin possible, mais probablement que les processus de déplacement de la courbe de Phillips nous empêcheront de retrouver une croissance économique puisqu'il faudra entériner les processus inflationnistes. Et une fois qu'on aura taclé les processus inflationnistes, il va très vite falloir tacler les processus récessifs. La Fed aujourd'hui annonce qu'elle n'en a rien à foutre d'envoyer le monde dans la récession, mais je pense encore une fois que c'est plutôt un narratif politique plus qu'une réalité physique. En tout cas, tant que le taux à 10 ans est supérieur au Fed Funds Rate, il ne faut pas pricer un processus récessif installé. Il faut penser aujourd'hui que la Fed va tout faire pour éviter ça, tout en limitant ça. Elle joue sur deux feux. Le problème, c'est qu'il y a un effet de corrélation immédiate entre certains de ces feux. Et ça fait que la Fed, malgré toute la bonne volonté, ne pourra pas nous sortir de l'environnement stagflationniste avant pas mal d'années, puisque les modèles le disent, pour pouvoir sortir de ce truc-là, il faut forcément qu'une force extérieure, vienne permettre à l'inflation de se réduire. Pour pouvoir libérer le processus récessif de la stagflation, il faut donc faire baisser le taux de chômage et maintenir l'activité économique en stimulant légèrement la demande. Mais stimuler la demande crée de l'inflation. Donc il s'agit de comprendre qu'il faut trouver des processus naturels de l'économie, déflationnistes, et c'est ça qui permet généralement de sortir de l'environnement de stagflation. Ce qui permet donc derrière de maintenir des niveaux d'inflation positifs, mais de permettre de rediriger cette inflation vers la demande. Alors qu'aujourd'hui, cette inflation, elle est intrinsèque à l'économie, due à la disruption des supply chains et plein d'autres mécanismes, c'est expliqué dans la vidéo d'Eureka.
Donc il s'agit de comprendre que tant qu'une grande partie de ces mécanismes inflationnistes ne se réduit pas, eh bien, il va falloir freiner l'inflation artificiellement via des interventions diverses, politiques et politiques monétaires, mais elles vont avoir un impact sur le chômage et la demande, ce qui va immédiatement poser le problème des mécanismes récessionnaires. Autrement dit, la Fed, elle est bloquée entre deux feux, elle va essayer de naviguer à vue et de faire au mieux. Mais le mieux qu'elle puisse faire, c'est pas nous sortir de la stagflation, c'est nous y installer pendant quelques années et essayer de faire en sorte qu'on évite la situation de crise. Voilà la réalité économique dans laquelle on est. Cet environnement stagflationniste sur les prix, il n'a rien à voir avec la situation de 2008. Et ça, c'est la dernière des choses qui me chiffonne beaucoup en ce moment chez beaucoup de gens qui s'imaginent que, comme on arrive en récession économique, les prix de marché vont s'écrouler. Non, ça, c'est une dépression. D'accord ? C'est quand on a déflation, destruction de crédit, baisse des masses monétaires et baisse des prix. D'accord ? 2008, c'était de la déflation. Donc on avait contraction économique et déflation. On était dans un environnement dépressif. Aujourd'hui, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on est en stagflation déjà et qu'on va probablement malheureusement devoir y rester pendant au moins une paire d'années, dans l'espoir évidemment d'une résolution positive qui viendrait d'une disparition des processus inflationnistes liés au supply chain et autres mécanismes inhérents dans lesquels la Fed n'a aucune action. Donc c'est un facteur extérieur qui pourra nous permettre de sortir de la stagflation pour revenir dans un boom inflationniste, qui est la situation normale de nos économies, en tout cas la situation la plus probable de nos économies durant les dernières 50 années. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir. On est dans les temps, une vingtaine de minutes, c'est ce qui était promis. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao.